leur communauté. Investissement au Sénégal, la primature renforce son contrôle. Le Conseil des ministres du 8 janvier 2025 acte la centralisation de la validation technique des investissements. Objectif, optimiser la résilience économique et réduire les dépenses superflues. Une décision stratégique pour mieux gérer les priorités budgétaires du pays. Les prêches ne sont pas du spectacle. Oustaz Alioune Sall alerte sur la théâtralisation des émissions religieuses. Il appelle à ce qu'elles soient exclusivement animées par des prêcheurs sans intervention de journalistes ou d'animateurs. Une critique qui relance le débat sur le rôle des médias dans la transmission religieuse. Tchad et Liban entre apaisement et renouveau politique. À N'Djamena, le calme revient après une attaque contre le palais présidentiel et en fait 20 morts, dont 18 assaillants. Au Liban, Joseph Aoun met fin à 2 ans de vacances présidentielles, une élection qui intervient dans un climat politique tendu, 2 événements majeurs marquants sur la scène internationale. C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Bonsoir à tous. La journée nationale de l'éducation des filles s'est tenue ce jour au Centre international de conférence Abdou Diouf sous la présidence de la marraine, la première dame Marie Khone Faye. L'édition a mis en avant le thème pour une éducation inclusive de qualité. Les filles s'engagent et engagent la communauté. À cette occasion, 2 initiatives majeures ont été lancées. Le Sénégal éduque ses filles et initiative priorité à l'égalité. Mamadou Kanté. Instituée par le décret du 10 mai 2006, la Journée nationale de l'éducation des filles est devenue un rendez-vous annuel incontournable. La célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles, placée sous le thème « Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté » est une occasion unique de rendre hommage à toutes ces jeunes filles qui, chaque jour, sont des actrices de leur propre avenir. Pour cette édition, le Sénégal lance 2 campagnes. Le Sénégal éduque ses filles et l'initiative Priorité à l'égalité. J'ai l'honneur et le plaisir de lancer simultanément le fonds UNICEF pour l'éducation des filles et les campagnes. Le Sénégal éduque ses filles est une initiative de l'Union africaine à travers Africa Educate Air. Où l'Afrique éduque ses filles en anglais, en français plutôt, qui est un appel pour soutenir activement les actions concrètes liées à l'éducation des filles. L'initiative Priorité à l'égalité, quant à elle, vise à promouvoir l'égalité de genre dans et par l'éducation. Une approche transformatrice pour faciliter l'engagement politique pour l'égalité de genre, renforcer les capacités techniques et transformer les normes sociales néfastes. En dépit donc des progrès réalisés jusque-là, l'accès équitable à une éducation de qualité reste un défi. Et la première dame, marraine de cette journée, en est bien consciente. Je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage à vos côtés pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif. Des obstacles tels que les mariages précoces, la pauvreté et les normes socio-culturelles continuent de limiter les opportunités éducatives des filles, en particulier celles en situation de handicap. Le ministre de l'Éducation en appelle ainsi à un effort de tous les Sénégalais, à l'image des 11 ambassadrices pour des solutions durables. Mamadou Kanté, lors de cette journée nationale de l'éducation des filles, un hommage poignant a été rendu à Diary Sow, victime d'un meurtre en fin d'année 2024. Jacques Boyer, représentant de l'UNICEF, a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie et a appelé à ce que de tels actes ne deviennent jamais une norme. Diary aurait dû, comme des milliers d'enfants, reprendre le chemin de l'école et rêver, comme ses camarades, d'un avenir radieux. Ce crime ne doit pas devenir une nouvelle norme et doit entraîner un sursaut collectif pour redoubler d'efforts pour que nos enfants soient protégés, que les lois soient respectées et que nos filles puissent aller à l'école et grandir en paix et en toute sécurité.
L'agence de construction de bâtiments et édifices publics amorce une réforme en profondeur ce jeudi en projet de révision du décret régissant son organisation et son fonctionnement a été présenté par le ministre des collectivités territoriales. Objectif, moderniser les infrastructures publiques et rationaliser les dépenses. La cérémonie qui a réuni le directeur général de l'agence et ses collaborateurs a été présidée par le ministre de l'Environnement. Une cérémonie de présentation du projet de révision du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Objectif, mettre en place une structure conforme à la vision des nouvelles autorités. En conformité avec l'agenda de transformation Sénégal 2050 et les orientations les plus hautes des plus hautes autorités visant à optimiser la gestion des crédits de l'État, tous les financements destinés aux constructions publiques seront désormais alloués à l'ACBEP. Optimiser les dépenses de l'État, mais pas que. La nouvelle agence aura aussi la lourde tâche de relever les défis de la modernisation des infrastructures publiques. Les infrastructures modernes et efficaces sont essentielles pour attirer les investissements, faciliter le commerce et améliorer la qualité de vie des citoyens. Votre leadership et votre expertise seront déterminants pour mettre en œuvre des solutions innovantes et répondre aux besoins croissants de la population et garantir un développement durable et inclusif. Cette innovation ne doit pas, selon le ministre, se limiter au processus. Elle doit aussi s'élargir au choix des matériaux de construction, aux nouvelles architectures qui s'adaptent au changement climatique. En intégrant des matériaux durables et des designs innovants, nous pouvons non seulement améliorer l'efficacité des constructions, mais aussi garantir leur pérennité face aux défis environnementaux. Pour la réussite du projet, le ministre exhorte tous ses services, triels à la main, de faire de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics un symbole de leur engagement commun pour bâtir un Sénégal moderne, durable et solidaire. Face à la hausse des prix de l'huile et du sucre, le gouvernement promet des mesures fermes pour contenir le coût de la vie. Lors du Conseil des ministres, le porte-parole, Moustapha Ndiaye Sarré, a affirmé que l'État se montrera intransigeant quant au respect des tarifs fixés. Notre objectif est de faire passer la part de Dakar dans le PIB national de 46% à 29% d'ici 2050. La maîtrise du coût de la vie passera au plan structurel par le développement de la souveraineté alimentaire du pays en soutenant largement le secteur primaire et l'agriculture en particulier. Le gouvernement a déjà consenti un effort budgétaire de 140 milliards de francs CFA pour atténuer les pressions conjoncturelles sur les prix et sera intransigeant sur le respect des prix intérieurs. Et pendant ce temps, au marché de Malika, la colère monte. Commerçants et consommateurs déplorent l'impact de ces augmentations et interpellent l'État pour une régulation stricte. Des sanctions sont exigées à l'encontre des commerçants récalcitrants. Bakary Sissi, reportage. Marché Malika, c'est la hausse de bien des denrées alimentaires, le constat de cette mère de famille. Ici, au marché, tout est presque à la hausse. C'est vraiment dur pour nous. Le sucre et l'huile sont dans ce même lot. Le prix de l'huile augmenté et le sucre, tout marché, tout. Dans la marché, tout c'est cher. Ce détaillant parle d'injustice. Cette hausse, c'est vraiment la réalité. Les détaillants ne sont pas considérés. Actuellement, le prix du sucre coûte 28 000, l'huile 22 000. C'est vraiment très dur pour nous. Il faut que l'État revoie sa copie. Face à cette hausse injustifiée, les autorités sont interpellées à veiller au respect des mesures.
Nous interpellons les autorités à veiller au respect strict des mesures, sanctionner ceux qui vendent et qui ne respectent pas les prix déjà fixés. Vendeurs et acheteurs expriment leur amertume face à cette hausse de certains denrées alimentaires. L'État est donc pointé du doigt. Ce mercredi 8 janvier 2025, lors du Conseil des ministres, une centralisation de la validation technique des investissements au niveau de la primature a été décidée. Ce double arbitrage vise à renforcer la résilience économique et éviter les dépenses inutiles. L'économiste Abdoulaye Seck nous en explique les enjeux. Regardez. Il a été décidé lors du Conseil des ministres de ce mercredi 8 janvier 2024 une centralisation de la validation technique des investissements au niveau de la primature. Mais en termes simples, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'il est maintenant désormais instauré un niveau d'arbitrage au niveau de la primature sur l'opportunité de la dépense à exécuter, mais également un autre niveau d'arbitrage des éléments de programmation budgétaire. Il n'y aura pas de chevauchement entre le ministère, entre la primature et le ministère des Finances, en ce sens que l'arbitrage technique intervient d'abord avant cet élément de programmation budgétaire, parce qu'il faut se rappeler qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est l'arbitrage budgétaire en termes d'intervention de financement et en termes de pourvoi de fonds qui est décidé à ce niveau, mais pas l'arbitrage technique. Un nouvel élément donc dans le dispositif qui a un but très précis. Cet élément répond simplement à un besoin qui peut s'expliquer par une application de ce qu'on appelle l'approche dépense-programme au détriment de celle probable. C'est-à-dire qu'on essaie de voir l'opportunité d'exécuter la dépense à la date T et comparativement à d'autres types de dépenses qui doivent être légalisées, qui doivent être exécutées. Il y a un arbitrage sur l'opportunité, sur la durée, sur l'opportunité, sur la date d'exécution, mais également sur le montant, mais également sur la disponibilité des financements. Une forme de financement qui va certes prendre plus de temps pour des décaissements de par le double arbitrage, mais ô combien importante pour éviter des dépenses inutiles et coûteuses pour le contribuable sénégalais. Avec un taux de chômage dépassant les 20%, le Sénégal fait face à une crise de l'emploi. Pour y remédier, le mouvement des entreprises du Sénégal a organisé un atelier destiné aux jeunes diplômés. L'objectif, les former à la rédaction de CV et lettres de motivation pour mieux affronter le marché du travail. Bandi Ndiaye est le président du MEDES, nous l'écoutons. L'atelier training, on l'a instauré depuis 2001. C'est pour préparer les jeunes au forum du premier emploi. Ce qu'on avait constaté, c'est que les jeunes étaient mal préparés. On les outille à faire face aux potentiels recruteurs. Et dire que le forum du premier emploi est le seul événement ici au Sénégal à caractère social qui regroupe les employeurs et les demandeurs d'emploi. C'est essentiel cela. Parce que les jeunes, là que vous voyez, le moins diplômé, il a un BTS, le moins diplômé. Donc, ce qui est essentiel, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent rencontrer des chefs d'entreprise pour décrocher leur première expérience professionnelle. Et l'atelier training est fondamental parce qu'on les initie aux techniques de rédaction de CV, parce qu'on constate que même Bac plus 4-5, faire un bon CV, parce que c'est une technique de faire un bon CV. Banik Diop, président du MEDES au micro de Djibril Diallo. Allons à présent à Kaolack où la régulation des motos Jakarta suscite une vive contestation. Après Diourbel et Ziguinchor, des conducteurs ont manifesté sur les axes routiers de la ville, dénonçant le délai jugé trop court pour la mise en conformité. Ils réclament un dialogue avec les autorités pour faire entendre leurs revendications. Le secteur de Jakarta est un secteur très complexe et que les jeunes se sont donnés corps et âme pour créer leur propre entreprise. Maintenant, si l'État veut vraiment aider cette corporation, il y a des méthodes, il y a des voies et moyens pour approcher cette jeunesse-là, pour qu'on puisse ensemble trouver la bonne formule, pour qu'on puisse ensemble trouver les solutions, pour qu'on puisse ensemble montrer que ce Sénégal-là, c'est un Sénégal qui nous appartient.
La jeunesse a beaucoup fait pour ce Sénégal-là. Donc, pour ça, nous demandons solennellement à notre ministre de tutelle, le ministre Yankouba Diémé, à notre premier ministre, M. Ousmane Sonko, de vraiment écouter la voix de la jeunesse. Quelle est la solution? C'est d'abord convoquer les vrais acteurs. Qui sont ces vrais acteurs-là? C'est le Sénégal en profondeur. Si on se limite à Dakar, si les convocations se limitent à Dakar, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de moyens. Et on a besoin de dialoguer, on a besoin d'accompagner cette jeunesse-là. Et nous avons besoin de ce Sénégal. Et puis le directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, a rencontré aujourd'hui des acteurs des médias, notamment les prêcheurs. Il a réaffirmé que ces derniers doivent bénéficier du même traitement que les autres associations des médias. Il assure que les portes de la Maison de la Presse leur restent ouvertes pour leurs activités. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui tournent autour de la presse, autour des entreprises de presse. Je pense que les prêcheurs font partie. Aujourd'hui, il n'y a aucun média où il n'y a pas de prêcheurs. Il n'y en a pas au Sénégal. Pourquoi aujourd'hui on ne les associe pas aujourd'hui dans ce que nous faisons, notamment ici au niveau de la Maison de la Presse? Parce que la Maison de la Presse a véritablement des commodités qui leur permettent de tenir leurs réunions, de tenir leur assemblée, de tenir toutes leurs activités à la Maison de la Presse, comme les autres associations. L'ANPS a son siège ici, les prêcheurs doivent avoir leur siège ici, l'UPF a son siège ici, ils font les réunions ici. Donc, à mon avis, c'est ma conviction, et c'est le souhait du ministère de la Communication, que les prêcheurs aujourd'hui fassent partie justement, en tout cas, des médias du Sénégal, fassent partie de la presse. Et donc, évidemment, qu'il soit donc au niveau de la Maison de la Presse. Lors de cette rencontre, Oustaz Alioune Sall a souligné une problématique cruciale, la théâtralisation des prêches. Selon lui, les émissions religieuses doivent être animées exclusivement par les prêcheurs et non par des journalistes ou animateurs, suivant ses explications. Certains journalistes nous invitent souvent à venir animer ou participer à une émission. Mais souvent, ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils disent, surtout durant le mois de béni de Ramadan. Les questions qu'ils nous posent souvent ne sont pas les bonnes. Cela doit cesser. On peut voir dans une émission plusieurs invités qui parfois ne prennent pas la parole ou qu'une seule fois. Donc, je pense qu'ils doivent laisser ce terrain-là aux religieux qui maîtrisent vraiment ces questions.